Le Cameroun traverse aujourd'hui la plus grave zone de turbulence de son histoire. La crise que nous traversons est à la fois sociale et culturelle, économique et politique. C'est une grave crise qui doit en réalité préoccuper tous les Camerounais et ôter le sommeil à ceux qui avaient la chance de pouvoir encore dormir. Au plan social et culturel, notre pays, depuis les luttes d'indépendance jusqu'à ce jour, connaît la plus grave crise identitaire de son histoire. Jamais le tribalisme n'avait été aussi violent, n'avait été aussi préoccupant. Jamais le repli identitaire n'avait été aussi marqué. Jamais notre société avait été aussi fracturée, aussi divisée. Quand vous entendez les Camerounais parler aujourd'hui, la stigmatisation, les catégorisations faciles, les qualifications honteuses ont pris des proportions tellement préoccupantes que nous nous demandons si un pays peut survivre à une telle montée de la xénophobie. Même des régions qui semblaient encore, il y a quelque temps, épargnées, subissent aujourd'hui cette violente crise identitaire. Même les populations qui étaient les plus accueillantes, historiquement et traditionnellement très accueillantes, sont aujourd'hui envahies par le démon. C'est une contamination générale et cette crise sociale entraîne aujourd'hui une sorte de rupture du pacte social, du pacte de vie des peuples qui se sont réunis pour construire une nation dans la diversité, dans le respect de la différence. C'est aujourd'hui en train de disparaître. Les Camerounais se suspectent, ils se regardent en chien de faïence, et aujourd'hui, lorsque votre enfant va chez le voisin, vous prenez peur. Nous, on a grandi, on dormait chez le voisin, on mangeait chez le voisin. Les parents savaient que si l'enfant du voisin était à la maison au moment où on partageait le repas, il avait droit à son repas comme tout le monde. Aujourd'hui, regardez-vous dans le miroir et demandez-vous, si votre enfant vient et vous dit qu'il a mangé chez le voisin, quelle serait votre attitude? Vous prenez directement peur. Tout vous passe par la tête. Et quand vous lui balancez une raclée, elle est mémorable parce qu'il a osé manger chez le voisin. Avant, on n'était pas l'enfant d'une maison, on était l'enfant d'une communauté. Ça a disparu aujourd'hui, c'est un monde oublié et ça doit nous préoccuper. Cette grave crise sociale et culturelle doit nous préoccuper. Au plan économique, notre pays est effondré et c'est avec douleur qu'on le remarque. Si vous prenez en compte l'effondrement de la CDC, deuxième plus gros employeur après l'État, qui aujourd'hui ne peut exécuter ses activités qu'à près de 15 à 20%. Imaginez tous ces pères de famille qui sont aujourd'hui dans la précarité, dans la pauvreté, alors qu'il y a quelque temps encore, ils vivaient dans une relative prospérité. Si vous tenez en compte l'incendie de la Sonara, qui cause aujourd'hui des dégâts dans notre économie, des dégâts d'une grande importance. Les surfacturations des projets structurants qui ont entraîné des pertes importantes de recettes et d'argent pour notre pays. La baisse des recettes fiscales du fait de l'insécurité, l'administration fiscale ne pouvant plus procéder à des prélèvements dans certaines contrées, dans certaines zones de notre pays du fait de la disparition de l'administration dans ces territoires.
la chute du prix du pétrole, qui est une conséquence internationale, mais que nous subissons et qui diminue les recettes de notre pays. La fuite des investisseurs étrangers à cause de l'insécurité, parce que les investisseurs n'investissent que dans les territoires où il y a la sécurité. La confiance est l'élément fondamental de l'investissement étranger. Et donc il y a une fuite extraordinaire des capitaux de notre pays pour se localiser dans des territoires et des hémisphères qui sont plus cléments, qui sont plus stables. Et c'est une grosse perte pour notre pays. Et si vous ajoutez à ça le fait que la gouvernance en général est en très mauvais état, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Un secteur privé qui est très faible. Parce que les politiques de promotion, d'incitation de l'investissement privé et toutes les mesures d'accompagnement pensées par l'État sont inappropriées et n'arrivent pas à atteindre les résultats qui sont escomptés. Notre économie est en lambeaux. Il n'y a qu'à voir l'incapacité que nous avons aujourd'hui à financer les chantiers de la CAN. Nous allons là vers un autre report de la CAN parce qu'en réalité, il n'y a pas d'argent. On ne peut pas financer les chantiers, il n'y a pas d'argent. Nous réussissons encore à payer aujourd'hui les salaires de façon extraordinaire. Il y a une explosion depuis 3 ans des dépenses militaires qui greffent en réalité le budget de l'État. Et aujourd'hui, on est obligé de compter des sous comme dans une officine, comme à l'église, après les dons. Après les dons, les dîmes et les offrandes des fidèles, on est obligé de compter l'argent aujourd'hui pour constituer le budget de la République. C'est extrêmement grave. Au plan politique, notre pays traverse une grave crise politique due à une absence totale de consensus sur la gestion de la crise anglophone. Ça fait bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans, si on se rappelle des propos qui ont été tenus par l'honorable Huegba à l'Assemblée nationale, et toutes les sorties des leaders des partis politiques de l'opposition, tous les partis politiques d'opposition, sans exclusive, qui sont contre les options gouvernementales dans la gestion de cette crise. Ça a renforcé la crise politique et la méfiance envers les institutions de la République. Et depuis la dernière élection présidentielle, la crise s'est envenimée, s'est aggravée. On a l'embastillement d'opposants politiques. On a aujourd'hui un durcissement de la répression. Et de l'autre côté, des attitudes de jusqu'au-boutisme de certains responsables de partis politiques, de certains leaders de l'opposition. Et donc on a une polarisation entre les forces pro-gouvernementales et les forces de l'opposition, ce qui entraîne une division profonde de notre société. Et ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. On a vu et on a vécu avec beaucoup de douleur les attaques d'une certaine diaspora contre le président de la République. À chacun de ses séjours à l'étranger maintenant, il y a des attaques innommables, incompréhensibles, mais d'une violence inouïe contre le président de la République qui incarne les institutions de notre nation. Cela doit nous préoccuper. C'est très grave ce qui se passe. Et aujourd'hui, nous avons écouté et entendu le boycott annoncé par le MRC de la prochaine élection, des prochaines élections législatives et municipales. C'est un coup dur. Comme je vous le disais il y a 2 jours maintenant, on ne parle que de ça. Des gens ont perdu le sommeil. Cette décision déjoue toutes les prévisions de l'ordre gouvernant. C'est un coup dur, même si on entend certains officiels ici et là vouloir banaliser, mais c'est un coup extrêmement dur. Les prévisions de l'ordre gouvernant s'écroulent. Parce que vous le vouliez ou pas, si vous avez un parti politique qui est leader, on peut contester son leadership parce qu'il n'est pas marqué par une représentation à l'Assemblée nationale, mais dans les faits, dans l'occupation du sol politique, quand vous avez un parti d'une telle importance qui vous dit qu'il ne va pas aux élections, alors que vous avez voulu faire passer les élections comme étant un élément justifiant la pacification du pays et finalement la résolution de la grave crise que notre pays traverse. Parce que des élections sont des instruments de pacification de la scène.
et sont des témoignages d'une santé relativement bonne de l'espace politique. Ce parti vous dit qu'il ne va pas à l'élection. C'est un coup extrêmement dur. C'est un coup très dur pour le gouvernement, pour l'ordre gouvernant et pour notre pays. Mais est-ce que c'est un coup de grâce? Les jours à venir nous le dirons, mais c'est possible. C'est possible. L'avenir proche nous le dira. Ce qui est certain, c'est que notre pays va connaître dans les jours à venir une pression diplomatique internationale sans précédent. Elle n'a même pas encore commencé. Une pression politique sans précédent se prépare contre notre pays. Des partenaires immédiats au développement, des bailleurs de fonds étrangers, des puissances étrangères vont faire une telle pression sur notre pays pour obliger à des réformes, à des changements, au dialogue. Et il va falloir que nous soyons très forts pour supporter ce mouvement qui arrive. On va vers un retrait de la CAN. On commence à sentir des dissensions internes à l'ordre gouvernant qui vont être de plus en plus marquées. Et la pression interne nationale pour le changement va se faire encore plus marquée. J'exhorte alors tous les Camerounais à bien évaluer la situation que nous traversons. Elle est très grave. À nos dirigeants, je dis avec respect et humilité, on gouverne les hommes. On gouverne pour les hommes. Si les hommes pour lesquels vous gouvernez vous disent qu'ils ne sont pas d'accord avec vos options politiques, il faut les changer. On va aux élections pour choisir des représentants pour le peuple, des représentants de la communauté. Si le peuple pour lequel on choisit des représentants, si le peuple qu'on doit représenter vous dit qu'il n'est pas d'accord avec vos options politiques, pourquoi vous entêter? Nous sommes dans un cul-de-sac. La société est bloquée. Rien ne marche. Rien ne marche. Le gouvernement réussit encore l'exploit de payer les salaires. C'est ce qui permet que certains, ceux qui ont des salaires, se croient privilégiés et peuvent danser ceux qui sont dans le secteur privé et peuvent se moquer de ceux qui n'ont rien. Posez-vous la question, si aujourd'hui vous n'aviez plus de salaire, vous ces fonctionnaires-là, qui faites du zèle, quelle serait votre réaction? Notre pays se porte très mal. Et il est de notre devoir d'attirer l'attention à la fois des gouvernants, des hommes politiques, des élites intellectuelles, des hommes de culture, des représentants des communautés, de l'Église de Dieu, du citoyen lambda, attirer l'attention de tout le monde face à cette grave crise que notre pays traverse. Vous savez, l'histoire des nations, elle est connue. L'histoire des régimes et des pouvoirs est connue. Nous ne devons pas avoir la prétention de croire que notre pays est un pays qui fonctionne coupé du monde. Nous avons 7 régions sur 10 de notre pays
qui sont dans l'insécurité. On a des coupeurs de route, on a des gens qui demandent des rançons, on a Boko Haram, on a des séparatistes, notre pays est malmené. Cela ne peut se résoudre que par la politique. Par la vraie politique. Du point de vue humain, parce que la solution, elle est divine. Mais du point de vue humain, cela ne peut se régler que par le dialogue, par la discussion politique, par la discussion républicaine. Par la saine discussion. Parce qu'il ne s'agit pas de sauver des positions. Il ne s'agit pas de sauver des fortunes. Il ne s'agit pas de sauver des parts de marché. Mais il est question de sauver le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Parce que si le pays est en feu, que vaut votre fortune? Que vaut vos positions de pouvoir? Elles ne valent rien du tout. C'est une remise à zéro de tout. Est-ce que c'est le choix que nous faisons pour notre société? La réponse, elle est collective. Pour ma part, citoyen d'en bas, brailleur, comme certains le disent, mon rôle, pour que je sois en paix avec ma conscience, est de parler et d'attirer notre attention, surtout à ceux de ma génération. Car nous avons le défi de réussir l'unité de notre pays, mais nous devons nous lever pour le changement, dans la paix, dans la fraternité, dans l'amour, dans la crainte de Dieu, dans le pardon, dans la solidarité, dans la compassion. Nous devons nous lever pour le changement. Et ce n'est pas une affaire d'ethnie, c'est une affaire de tous les Camerounais. Notre pays est en train de traverser des heures sombres. Et ce qui se joue, c'est l'alternance au sommet de l'État. Ne vous y trompez pas. Que ce soit les forces progressistes ou les forces conservatrices, réfractaires au changement. Ce qui se joue, c'est la transition au sommet de l'État. Tout ce que vous voyez là, c'est la transition au sommet de l'État. Une lutte féroce se joue à l'interne comme à l'externe. Les pressions internationales sont en rapport avec l'alternance au sommet de l'État. Les luttes fracticides à l'intérieur du régime, c'est en rapport avec le contrôle de l'alternance. C'est de ça qui se joue. Tout ce que vous voyez là, c'est l'alternance qui se joue. L'alternance au sommet de l'État. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que le régime est fini. Que le régime est tombé. C'est un paquebot à la dérive. Le nouveau Titanic de la scène internationale. Est-ce qu'ils ont raison? Mon rôle n'est pas de dire s'ils ont raison ou ils ont tort. Ça traduit, du moins, une façon de voir, des convictions profondes. Et ne vous y trompez pas. La décision du MRC n'est pas une décision anodine. Elle est mûrement réfléchie, elle est soutenue même par des gens internes au régime. Cette décision n'est pas à prendre à la légère. Je vous le dis depuis 2 jours. Cette décision est d'une gravité historique. Ma prière est que je n'ai pas raison. Vous avez déjà vu quelqu'un supplier qu'il n'ait pas raison? Je prie ne pas avoir raison. Parce que si mes craintes sont fondées, nous entrons dans une grande phase. La phase de turbulence est en train de se transformer en phase de chaos. Et les pressions étrangères vont se faire tellement fortes qu'il va falloir que nous nous agrippions bien à l'écorce de notre territoire. Que Dieu nous aide.